Bienvenue dans la saison 2 de Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner du souffle à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, sophrologue depuis plus de 20 ans, auteure de 14 livres sur la pratique au quotidien, co-créatrice du sommet virtuel de sophrologie et formatrice auprès de centaines de professionnels. J'ai accompagné à ce jour près de 5000 personnes, aussi bien en cabinet qu'en entreprise. Dans cette nouvelle saison, je partage avec vous mes recherches mais aussi mon expertise au service de votre évolution professionnelle avec des repères concrets, des conseils sans langue de bois et des pistes réalistes. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà plusieurs années de pratique, ce podcast est là pour vous soutenir, vous inspirer et vous faire passer à l'action. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 35 de Profession Sophrologue. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la relation entre la sophrologie et la santé mentale. Alors, vous le savez peut-être parce que j'en parle beaucoup, mais je suis non seulement secouriste en santé mentale, mais je suis également formatrice sur les premiers secours en santé mentale, et j'ai formé de nombreux sophrologues, je dirais bien une bonne soixantaine de sophrologues sur les plus de 450 secouristes que j'ai formés à ce jour. Ce thème de la santé mentale, il est d'actualité cette semaine à plus d'un titre, d'abord parce que 2025 a été déclarée grande cause nationale autour de la santé mentale. Ensuite, parce que entre le 6 et le 19 octobre, un peu partout en France se tiendront des événements grand public dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, avec comme point d'orgue le 10 octobre qui sera la journée mondiale de la santé mentale. Donc, si on n'en parle pas en ce moment, on n'en parlera jamais. Mais me direz-vous, en quoi ça nous concerne ? Les sophrologues ne sont pas des acteurs de la thérapie ni du soin. Pourtant, dans notre exercice professionnel, nous sommes régulièrement confrontés, et parfois malgré nous, à des enjeux de santé mentale, que ce soit nos clients, mais aussi parfois pour nous-mêmes. Dans cet épisode, je vais vous proposer de réfléchir à 3 éléments. D'abord, qu'est-ce qu'on entend vraiment par santé mentale ? Ensuite, pourquoi ce sujet est central pour nous, sophrologues ? Et quels sont les risques si on l'ignore ou si l'on s'y prend mal ? Enfin, quelles bonnes pratiques pouvons-nous adopter ? Alors, c'est parti. D'abord, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de santé mentale ? Je vais vous proposer d'abord de se référer à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui nous dit « La santé mentale est un état de bien-être dans lequel l'individu prend conscience de ses propres capacités, peut faire face aux stress normaux de la vie, peut travailler de manière productive et fructueuse et est capable d'apporter une contribution à sa communauté. » Cette définition, c'est déjà tout un programme. Autrement dit, la santé mentale ne se réduit pas à l'absence de troubles. C'est plutôt un équilibre dynamique, une capacité à mobiliser nos ressources internes mais aussi externes face aux défis courants de la vie. Sur le site de Santé publique France du ministère de la Santé, vous pouvez trouver une autre approche qui se complète. Ce site précise que la santé mentale positive recouvre l'épanouissement personnel, les ressources psychologiques et la capacité d'agir dans ses rôles sociaux. Alors évidemment, tous ces termes, ça nous dit quelque chose, parce que travailler sur ces ressources, aborder les choses sous un angle positif, voilà bien des indications auxquelles nous pouvons répondre en sophrologie. Mais attention, tout n'est pas si simple. Alors, pourquoi ce sujet est devenu central pour les sophrologues ? Alors, pas que pour les sophrologues, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est notre pratique à nous. Aujourd'hui, les publics que nous recevons couramment, que ce soit des adultes, des enfants ou des adolescents, présentent davantage de troubles psychiques depuis ces dernières années, et principalement depuis la crise sanitaire du Covid-19. Au risque à nouveau de me répéter, il y a un avant et un après Covid. Pour vous en donner un aperçu, j'ai repris quelques données dans la population générale. Ces données, vous pouvez les trouver à la fois sur le site du ministère de la Santé et des Solidarités, mais aussi sur le site d'Amédi, sur le site de l'assurance maladie. Donc on estime que chaque année, environ 13 millions de Français présentent un trouble psychique. Ça représente quand même une personne sur 5. 53% des Français déclarent avoir été en souffrance psychique au cours des 12 derniers mois.
En 2021, 12,5% des adultes, les 18-85 ans, ont vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois, et ce taux, il est en progression d'année en année. Et puis, pour vous donner un autre ordre de grandeur dans un domaine encore différent, les troubles psychiques représentent la première cause d'arrêt maladie de longue durée, c'est-à-dire que les arrêts de travail de longue durée, la première raison, c'est un trouble psychique, c'est-à-dire une dépression, des troubles anxieux, ça peut être des troubles bipolaires, des troubles psychiques. Donc, dans le cadre de nos séances, nous rencontrons, parfois sans le savoir, des personnes en fragilité psychologique. Et vous voyez bien que rien qu'en considérant les chiffres, vous comprendrez que c'est statistiquement inévitable. Mais pas seulement à cause de ces données statistiques, mais aussi à cause des thématiques sur lesquelles nous travaillons avec nos clients, les raisons pour lesquelles ils viennent nous voir. Il y a des personnes qui viennent pour des sujets classiques, que l'on accompagne vraiment très classiquement en sophrologie. Je pense au stress, au sommeil, à la gestion des émotions, ou tous ces moments de vie où on a besoin d'un coup de pouce pour les traverser. Eh bien, en fait, ces sujets classiques peuvent dissimuler une souffrance plus profonde. Et parfois, on pourrait être tenté de passer à côté. Parfois aussi, ce premier rendez-vous, c'est leur premier pas vers la parole, la libération de la parole. Souvent, ce sont des personnes qui sont dans la culpabilité ou le déni, et le sophrologue, c'est la première personne à qui elles osent se confier, à qui elles osent raconter ce qu'elles vivent. Et puis, reconnaissons-le, à cause de ce contexte qui a changé, eh bien, du côté des sophrologues, nous pouvons, nous aussi, ressentir, à force d'accompagner, une fatigue émotionnelle, un déséquilibre, du surinvestissement, voire un sentiment d'impuissance. Alors, les cas sont plus nombreux, parfois les problématiques sont encore plus aiguës, mais je le répète, nous ne sommes pas des thérapeutes. Nous n'avons pas de compétences cliniques pour diagnostiquer et encore moins d'outils pour traiter les troubles psychiques. Alors, je vais faire une petite nuance, mais j'ai encore vu récemment une sophrologue qui prodigue même des conseils pour accompagner les personnes qui ont des troubles anxieux généralisés avec la sophrologie. Pour ce qui me concerne, le premier conseil que je donne à quelqu'un qui a des troubles anxieux généralisés, c'est d'en parler à un médecin ou d'en parler à un psychothérapeute. Ça peut être son médecin généraliste, ça peut être un psychiatre, un psychologue, et je rappelle qu'un psychopraticien n'est pas un psychothérapeute. Le terme de psychothérapeute ne désigne que les psychologues cliniciens qui font des psychothérapies ou les médecins psychiatres qui font des psychothérapies. Oui, la sophrologie pourra être utile, mais en complément et en soutien d'une prise en charge, mais certainement pas en première intention. Le pire, à force de vouloir trop aider, c'est d'agir dans tous les domaines, de se sentir omnipotent parce qu'on pense que la sophrologie est la méthode la plus efficace du monde et puis elle est non invasive. On peut parfois mal faire avec beaucoup de belles intentions. Si on prétend ou si on agit comme si notre approche, entre guillemets, guérissait tout, les risques sont multiples. Il peut y avoir mise en danger de la santé physique, mentale et même économique de notre client. Sans forcément le vouloir, vous pouvez aggraver un trouble sous-jacent, comme la dépression ou l'anxiété. Vous pouvez accentuer une perte de contact avec la réalité. Vous pouvez installer la personne dans la déception, les idées noires, parce qu'en fait, elle ne s'en sort pas. Elle s'en sort pas avec votre technique. Vous la mettez aussi face à une perte de chance, c'est-à-dire que vous retardez le moment où elle pourra avoir une prise en charge efficace. Vous lui faites perdre du temps, et ce temps, il est précieux pour se rétablir et aller mieux. Et puis, dans une moindre mesure, si on est face à quelqu'un qui est peut-être mal intentionné, il peut y avoir une dépendance du client vis-à-vis du praticien, avec peut-être un risque d'emprise, voire d'abus de faiblesse. Et tout cela présente aussi un risque économique pour le client, notamment s'il multiplie les consultations auprès d'un sophrologue pour des résultats qui, franchement, vont être non seulement incertains, mais surtout inadaptés. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est vraiment de garder le cap en agissant avec prudence, clairvoyance et responsabilité. Et pour cela, je vais vous proposer 2 fusibles. Le premier fusible, c'est de poser un cadre clair. Avant toute chose, avant de vous lancer dans des prises en charge ou de bricoler des choses sur des domaines que vous connaissez mal, il va être essentiel de définir et d'exposer à votre client de manière très claire les indications de votre pratique, c'est-à-dire ce que vous proposez,
les contre-indications, ce que vous ne devez pas prendre en charge, les sujets qui sont autorisés et ceux qui sont hors de votre compétence, la durée, la fréquence, le tarif de votre accompagnement, la manière aussi dont vous allez communiquer avec votre client, alors pendant les séances, aussi entre deux séances. Tout ça interroge aussi votre posture et puis la création de cette fameuse alliance. C'est ce cadre qui va protéger à la fois votre client et puis vous aussi en tant que praticien. Tout ça pour dire qu'il faut créer ce que j'appelle une safe place, c'est-à-dire que vous consultiez dans un cabinet ou que vous consultiez en ligne, votre espace de consultation doit être un lieu où le client se sent en sécurité, tant pour sa santé mentale que physique. Et vous devez veiller à préserver votre propre santé mentale dans cet espace. Le second fusible, c'est d'apprendre à repérer les signaux d'alerte. À moins que vous ne repreniez des études longues pour devenir psychologue, vous ne devez pas imaginer que vous allez devenir psychologue en suivant une formation courte ou en lisant 2 ou 3 livres. Pour autant, vous pouvez développer une sensibilité pour repérer les signaux de détresse, comme par exemple une humeur triste persistante, une anxiété qui serait disproportionnée, des comportements d'évitement, des stratégies d'évitement ou même des comportements à risque. Une tendance au repli, à l'isolement, des phobies sociales, des obsessions, des TOC, des phases d'excitation ou même des moments où la personne a des idées ou des pensées suicidaires. Face à ces signaux, il faut savoir écouter, soutenir, mais surtout orienter. Et je recommande très fortement la formation de premiers secours en santé mentale. Je pense qu'aujourd'hui, un sophrologue devrait impérativement faire cette formation pour être au courant, pour avoir des connaissances et surtout savoir quoi faire. C'est un outil qui est reconnu et validé pour apprendre à repérer, soutenir et orienter. Alors, je vous donne quand même quelques pistes. Si votre client va mal, vers qui vous pouvez l'orienter ? Je vous conseille de vous faire un carnet d'adresses, de vous renseigner localement pour repérer les professionnels de santé, les professionnels de la thérapie qui peuvent être en soutien. Donc que ce soit des médecins généralistes, les spécialistes que sont les psychiatres, des psychothérapeutes, ça peut être aussi des associations spécialisées, alors des associations à destination des adolescents, ça peut être des associations spécialisées sur les troubles des conduites alimentaires, sur la prise de substances, des associations aussi pour les aidants familiaux, et puis il y a les groupes de pairs, ce qu'on appelle aujourd'hui la paire aidance, c'est-à-dire vraiment des patients ou des anciens patients qui vont pouvoir s'aider et se soutenir entre eux. Je vous redonne aussi quelques numéros de téléphone tout à fait indispensables, vous devriez les avoir punaisés au-dessus de votre bureau. À n'importe quel moment, dans une situation d'urgence, vous pouvez faire le 15, c'est-à-dire contacter le SAMU si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin qu'ils interviennent. Dans certaines régions, ce sera plutôt le 18, les pompiers, mais en général, les deux fonctionnent ensemble. Si vous avez un téléphone portable, vous faites le 112. Donc pour toutes les situations d'urgence, le 15, le 18 ou le 112. Notez bien également ce numéro, il est encore trop peu connu, c'est le 3114. C'est le numéro national de prévention du suicide. Face à quelqu'un qui a des pensées suicidaires, elle peut appeler ce numéro. Vous pouvez vous-même appeler ce numéro pour avoir des conseils ou même avoir une aide rapidement et les personnes de l'entourage peuvent le faire également. 3114, le numéro national de prévention du suicide. Et pour des informations plus globales et en même temps très complètes sur la santé mentale, je vous conseille le site du Psycom, psycom.org. Je vous le remettrai dans la barre de description de cet épisode. Donc en conclusion, je dirais que nous ne sommes pas des soignants ni des accompagnants en santé mentale, mais notre posture, notre éthique et notre vigilance nous placent face à nos responsabilités. Il faut savoir poser nos limites, mettre un cadre protecteur, repérer les signaux et orienter vers les professionnels compétents dès que c'est nécessaire. Et c'est là où nous pouvons faire la différence en étant des sentinelles bienveillantes. Donc vraiment, j'invite chacun de vous à intégrer cette conscience dans votre pratique et si vous le pouvez, à vous former si ça n'est pas déjà fait. Si vous êtes en région parisienne, je propose fréquemment les formations de secouristes en santé mentale. Si vous êtes dans d'autres régions, vous pouvez trouver les coordonnées de formation et de formateurs sur le site de PSSM Formation. Je vous remettrai aussi les coordonnées dans la barre de description de cet épisode. La santé mentale n'est pas un plus, ça n'est pas un luxe, c'est l'affaire de tous, c'est à nous tous d'y veiller.
Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une PPS, ce sera une pratique pour sophrologue. Donc, prenez soin des autres, mais pensez aussi à prendre soin de vous. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout donné l'envie de passer à l'action. Le programme des workshops, ces ateliers pratiques réservés aux sophrologues, se poursuit. Vous pouvez retrouver les thèmes précédents sur la boutique, le lien est en description, et rester informé des prochains. Rendez-vous sur Instagram, @espace du calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!